Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui notre invitée Dorothée Oliret qui est avec nous. Bonjour Dorothée, tu viens nous présenter ton livre Maman s'en va en guerre, ma vie de grand reporter aux éditions du Rocher. On va en parler ensemble dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Okay. Oh là, devant toi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu peux appuyer sur le buzzer. Tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Mais si tu appuies sur le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Ça marche. Ok, on est bon pour les règles? Ouais. Allez, voici maintenant la question promo. Quelles qualités et défauts faut-il pour devenir reporter de guerre? Alors je sais que le terme reporter de guerre, t'es pas grande fan. Grand reporter qui couvre des terrains de guerre, je préfère. Et quelles sont donc les qualités et les défauts à avoir? Alors la qualité, aimer les autres, l'empathie, la curiosité, petite dose de courage peut-être aussi. Petite seulement? Oui, parce que je n'ai pas l'impression d'être une warrior, donc non, moi je suis quelqu'un de normal, d'ordinaire, qui va dans des contextes, sur des terrains où se passent des choses extraordinaires. Faut quand je même suis pas une avoir, superwoman. Faut quand même ne pas avoir la notion de la peur, parce que si on a peur, moi par exemple, je serais incapable de le faire. Vraiment? Alors, allez, je t'emmène. Non, c'est impossible, je pense, parce que vous jouez avec votre vie, en fait, à chaque fois. C'est pas un jeu. Je risque ma vie, oui. Je joue pas avec. C'est pas la roulette russe non plus. Alors après, il faut avoir une bonne étoile, il faut avoir de la chance, il faut que ça tombe à côté, c'est sûr. C'est déjà tombé à côté? C'est souvent tombé à côté. Et très proche? Très proche. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent? À ce moment-là, on se met à plat ventre, au fond de la tranchée, on rampe. Il y a des snipers qui m'ont tiré dessus une fois en Irak, et un confrère irakien m'a tiré comme ça alors que les balles continuaient à tomber à droite à gauche. On se sent très en vie une fois qu'on est à l'abri. Est-ce qu'il y a un test ou une formation avant de partir sur le terrain? Alors maintenant, oui. Je dirais depuis une bonne dizaine d'années, je pense que c'est pareil en Belgique. Les jeunes journalistes ne vont pas comme ça sur un terrain de guerre. Il y a des stages d'aguerrissement. C'est souvent des militaires des forces spéciales. Donc ça dure une semaine. On t'explique un petit peu comment fonctionnent les armes, comment reconnaître le bruit d'un obus qui part ou qui arrive. Surtout les premiers gestes de sauvetage sur un terrain de guerre, c'est-à-dire comment utiliser un garrot si quelqu'un saute sur une mine, comment les pansements compressifs, un pneumothorax. Et c'est très bien fait ces stages puisqu'on met en situation, ils te mettent de la fumée, des bruits de boum boum, et tu as quelques secondes pour intervenir, sauver les camarades alors que tu vois rien, c'est la panique. Et c'est répété, répété, et c'est très bien parce que le jour où il y a un problème, on a quand même quelques réflexes. Dorothée, voici la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Si tu commençais ta carrière aujourd'hui avec le contexte hyper tendu qu'on connaît, avec pas mal quand même de guerre en ce moment, est-ce que tu ferais le même métier? Est-ce que le choix serait toujours de faire ce métier-là? Ah mais carrément. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. Là, je suis ce qui se passe au Liban, au sud-Liban, et je suis pas à ma place là aujourd'hui. J'ai envie d'être sur le terrain tout le temps. Dès qu'il se passe quelque chose, d'être là où l'histoire s'écrit. Donc oui, je referai la même chose à 200%. C'est bien expliqué dans le livre que c'est vraiment une passion. Tu ne peux vivre quasiment que avec ça, qu'avec le besoin d'aller sur ces terrains-là. Justement, quand tu es en Belgique ou en France, quand tu as une vie plus classique, c'est ennuyant en fait, non? Non, je m'ennuie pas. En fait, j'aime beaucoup passer de l'un à l'autre. J'aime cette vie pleine d'adrénaline, de piment, de choses assez dingues, assez folles, de sentiments très forts, quoi, de peur, de courage, où tu te mets quand même un peu des défis. Hein. Tu as un côté encore, t'es pas cap, quoi. Moi, j'étais comme ça quand j'étais gamine, et aujourd'hui, ça semble un peu puéril, mais c'est un peu, t'es pas cap, mais si, je suis cap, mais si, j'y vais. Donc, tu te mets des limites de plus en plus loin. Ça veut pas dire faire n'importe quoi, mais non, je suis là où j'ai envie d'être hier, aujourd'hui et demain. Est-ce qu'il y a une fois dans ce t'es pas cap où tu as fait n'importe quoi? Tu t'es dit après, oh là, j'ai peut-être fait n'importe quoi là? Alors oui, récemment. En quoi? Récemment, en Ukraine, on est parti pour retrouver des dronistes. Alors, tu sais, ils sont cachés dans des maisons, dans des sous-sols. C'était tout près de Belgorod, hein, la ville russe. On était à 2 km. On a dû arriver de nuit. Tout feu éteint. Donc, on est dans un minibus avec mon JRI, le journaliste reporter d'images, la monteuse, le fixeur, un officier ukrainien. Donc, on a scotché vraiment tous les feux, même les feux arrière. En plus, il faut rouler à 100 à l'heure. Et en plus, il y a des trous d'obus sur la route. Tu te dis déjà que tu vas mourir d'un accident de voiture. Passé cette frayeur, on arrive à proximité des positions russes. On doit retrouver nos dronistes. Et je te donne en mille, on se perd.
enfin l'officier Ah oui. de presse ukrainien, qui a l'âge de mon fils, 22 ans, est paumé. Or, on a toutes les communications éteintes pour ne pas être repéré, pour ne pas être ciblé. Et là, le temps est très, très, très long. Il nous avait dit, il y a 25 minutes, ça va être chaud, on ne traîne pas. Et les 25 minutes se sont transformées en 1 h 30 où on tourne, on s'arrête. Il dit merde, c'est pas là. On repart, on s'arrête. Et là, tu sais qu'il y a des drones d'observation russes au-dessus de ta tête. Il est 23 h et il voit quand même tout feu éteint, un minibus, certes civil, mais faire des allers-retours, tournicoter à côté de Belgorod, à côté des positions russes. Donc forcément, il nous repère. Et là, je me dis, on va se prendre un drone armé sur la voiture. Et là, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas allée trop loin? Est-ce que je casse le truc, on arrête, on fait demi-tour, on rentre? Et j'hésite, parce que j'ai envie de le faire, ce reportage. Et je me dis, je demande à mon équipe, ils n'ont pas l'air trop inquiets. Et je dis, bon, ben, on continue, mais s'il se paume encore une fois, on annule tout, on repart. Et là, il a trouvé, heureusement, parce que là, j'en pouvais plus. Là, je me suis dit, on est allé trop loin. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas son patron dans ce cas-là, on prend la décision avec son équipe sur place. On n'appelle pas Paris, par exemple, pour dire qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que d'abord, tu n'as pas de communication. Ouais. Donc, on a dû ressortir pour pouvoir rappeler, avoir l'adresse plus exacte du droniste. Mais à part ce coup de fil-là, t'en passes pas. C'est bourré d'écoutes, de drones. Tu peux être ciblé par un signal d'un téléphone portable. Donc, tu t'appelles pas. Et puis, le temps que j'explique la situation à mon chef, je pense que je suis plus à même, après 30 ans sur les terrains de guerre, de décider si oui ou non on continue. Et c'est vraiment une décision qu'on prend en commun. Mais là j'étais pas trop fière. Dorothée, voici le questionnaire à choix. Je vais te donner des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. D'accord? Si je te dis Philippe Vandel. Ah, c'est mon amoureux et le père de mes enfants. En vrai, je l'ai découvert dans le livre. C'est vrai. Je ne savais pas que vous étiez ensemble. On ne raconte pas souvent un peu nos histoires. Et puis lui, il m'a dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Il m'a dit, j'espère que dans le livre, tu ne racontes pas trop de choses personnelles. Et je lui dis, aïe, si, un peu. Par exemple, notre rencontre. Voilà. Et nous sommes ensemble depuis 25 ans. Nous avons 2 enfants, Félix, 22 ans, et Castille, 20 ans. Il travaille à France Télévisions aussi, si je ne me trompe pas. France Télévisions, Télématin, une nouvelle chronique. Vous vous croisez jamais à France Télé? On ne déjeune pas ensemble à la cantine, si c'est la question, c'est hors de question. Si je te dis un tracker. Alors, tracker, c'est comme un téléphone portable, c'est un GPS très très précis qu'on emmène sur tous les terrains de guerre et ça permet à la rédaction à Paris justement de nous géolocaliser, mais c'est en fonction de ce que tu règles, c'est toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes pour savoir en cas d'enlèvement, en cas d'arrestation, en cas d'accident, ça tourne mal. Ils savent si tout d'un coup le petit point est tanké plus longtemps que prévu et on donne des nouvelles avant de partir en disant on va partir 2-3 heures. Si au bout de 5 heures, ils voient le petit point à un endroit où on ne devrait pas, ils déclenchent un peu les secours. Ok, et ça aussi, je l'ai appris dans le livre. Je ne savais pas qu'il y avait un tracker pour les journalistes sur place. Obligatoire. Je pensais vraiment que c'était par téléphone et qu'on se disait, bah, avant je t'appelle et après je t'appelle. Mais en fait, donc, ils peuvent suivre depuis du coup Paris exactement la position précise de là où vous êtes. D'ailleurs, on rigole un peu parce que si jamais on veut aller prendre un verre, parfois. Et vous l'avez 24/24, ce tracker? On l'a 24/24, effectivement. Et bon, si on est à Kiev et qu'il y a quelques restaurants d'ouverts, on se dit, tiens, on va aller prendre un verre. On se dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? On prend le tracker. Bon, on va pas en boîte de nuit non plus. Hein. Si je te dis une rencontre parent-prof. Alors là, c'est un très mauvais souvenir. C'est une professeure d'histoire géo qui, quand mon fils était en 5e, m'a convoquée parce qu'il ne travaillait pas assez. Et là, elle m'a fait la morale comme jamais. Elle m'a dit, mais je sais que vous allez sur des terrains de guerre, mais vous ne pensez pas que votre place est près de vos enfants, que vous devriez arrêter de jouer les baroudeuses, les aventurières, qu'il y a un temps pour tout, que vos enfants ont besoin de vous, votre fils a besoin de vous. Et là, j'ai fondu en larmes et toute ma culpabilité de maman est ressortie. Mais j'étais vraiment... J'étais là, oh, mais je voulais pas vous faire pleurer. Bah, faut pas me dire des choses pareilles. Donc, ça m'a fait vaciller, ça m'a fait douter, et je suis repartie à la guerre. Oui, c'est ce que j'ai... En fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah oui, ça doit être très violent de prendre ça lors d'une rencontre parent-prof. On s'attend certainement pas à prendre ça quand on va juste voir l'évolution de la scolarité de ses enfants. Mais derrière, je me suis dit, ça n'a rien changé, en fait. Non, moi, j'ai douté un petit peu. J'ai dit, si elle avait raison, est-ce que je suis une mauvaise mère? Et puis non, moi, je me rattrape. Mais est-ce que justement, tu penses... à ce moment-là, être une mauvaise mère après ça, hein, Oui, à ce moment-là, je me pose la question, est-ce que tu es une mauvaise mère? C'est vrai que tu laisses tes enfants, tu risques ta vie, et si un jour tu ne rentrais pas, tu l'as choisi, est-ce bien raisonnable? Et puis je me dis, mais après tous les garçons, les papas, on ne leur demande pas. Les temps ont changé. Une maman peut faire un métier dangereux. Il y a des militaires qui partent, des femmes militaires, des femmes dans les forces spéciales. Elles partent 4 mois d'affilée. Moi, je pars 2, 3, 4 semaines. Donc oui, je me suis posé des questions jusqu'au moment où il y avait la bataille suivante en Irak, à Mossoul. Et mon chef m'a dit, tu pars? Et j'ai dit, bah oui, je pars.
Si je te dis Félix et Castille, Mes enfants les deux enfants chéris. justement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qui sont formidables, que je les aime énormément et que j'ai l'impression qu'ils comprennent. Je suis allée chercher un petit peu leur pardon, ou au moins expliquer pourquoi j'ai fait ce métier de taré, quoi. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, j'ai essayé de faire que les départs soient légers, plein de gaieté, plein d'amour. Et puis, je m'aperçois, en lisant le livre, tu as peut-être dû réaliser ça, il y a une jolie lettre de ma fille à la fin qui dit qu'elle m'a... C'est pas qu'elle me pardonne, mais elle comprend. C'est important? Ouais, c'est important quand même la vie des enfants. Alors, il y a aussi un passage dans le livre où les enfants ne veulent pas que tu ailles en Syrie, si je ne me trompe pas. Donc il y a cet avis où tu as toujours respecté la vie de tes enfants sur ce lieu, par exemple. Oui, j'ai la chance que mes enfants m'aient demandé juste une seule fois, après la mort d'un collègue et ami, Gilles Jacquier, qui est mort en Syrie, de ne jamais aller en Syrie. Donc c'est la seule fois où ils m'ont demandé quelque chose de ce genre. J'ai dit oui, mais j'avais très peur qu'ils me demandent « Maman ne va plus jamais dans un pays en guerre ». Donc heureusement, ils ne me l'ont pas demandé, parce que s'ils me l'avaient demandé, s'ils avaient supplié, bien sûr que j'aurais accepté, j'aurais abandonné. Et là, concernant la Syrie, jamais du coup? Jamais. Donc jamais, même si France Télévisions venait à te Alors dire... ils m'ont demandé 2-3 ans après d'aller à Damas, et j'ai dit aux enfants, je voulais peut-être aller à Damas. Ils m'ont dit « Maman, Damas, c'est la Syrie. Tu as promis, tu as juré. » J'ai dit « Ok, bon, moi j'y vais pas. » Si je te dis Arnaud? Arnaud, si je ne me trompe pas, dans le livre, il y a Arnaud. En Bretagne, hein. Arnaud, lors d'une nuit, il y a une petite nuit avec Arnaud. Un ami de Jean Edernalier. Oui, alors je regarde le buzzer, là. Allez, je buzz. On buzz? Allez, on va tirer du coup une carte au hasard. Ça passe automatiquement la question. Ah, mais ça va être pire peut-être. Ah, ça peut être pire, ah oui. Ah oui, ça peut être pire, oui. Je joue dangereux. Non, c'est le jeu, hein, c'est... Hop. Alors... Donc, sur la carte, il y a indiqué « Lire les 5 derniers messages reçus sur ton téléphone ». Il nous faut donc les 5 derniers messages que tu as reçus sur ton téléphone. Alors, j'ai pas mon téléphone sur moi. Eh bien, on va le prendre, le téléphone. On va aller choper 5, c'est peut-être beaucoup. Oui, parce que je me suis dit, si on prend le dernier, on risque de tomber sur un message un peu chiant, tu vois. Donc, si on en prend 5, il y en a bien un qui va être intéressant dans les 5. Je peux peut-être regarder... Avant. Allez, prenons le téléphone. Prenons aussi mes lunettes. C'est parti dans la recherche. Recherchons les 5 derniers. Donc, il y en a un qui est d'Afghanistan. Alors, c'est un lien avec une résistante afghane qui se cache, dont j'ai enlevé l'identification pour la protéger quand je suis en Afghanistan, et qui me donne des nouvelles, qui m'envoie des images et qui probablement est dans une situation absolument catastrophique. Il y a Philippe. Je lui ai dit, Philippe Vandel. Voilà, que je faisais la promotion à Bruxelles. Il m'a dit que c'est génial, ils sont tellement sympas, j'adore le faire. Ok. Il adore la Belgique, il avait l'impression que je partais 2 jours en vacances. Voilà. Et famille, à ma fille, je lui ai dit c'est parti pour un marathon d'interview. Il me dit bon courage maman, bisous. Beaucoup de WhatsApp. Beaucoup de WhatsApp, oui. C'est sur WhatsApp, justement, la communication. Beaucoup. C'est WhatsApp, même à l'étranger? Ça passe super bien, c'est ce qu'il y a de plus pratique. C'est pas Telegram, par exemple? Si, Telegram aussi, quand on... Pour encrypter. Voilà, là, c'est la famille. J'ai Telegram, j'ai Signal, j'ai à peu près tous les messages. Voilà. Donc là, je pense que... Je t'embête pas plus avec... En plus, ça tombe bien. Tout le monde parle de la Belgique en disant qu'ils sont formidables, les Belges. Allez, Dorothée, maintenant, c'est le coup de pression. Coup de pression, Dorothée. Est-ce que tu pourrais accepter de devenir l'incarnation d'un journal télévisé, d'un 20h? C'est-à-dire présenter un journal? J'ai fait de la présentation au début de ma carrière, notamment le journal de la nuit, on n'en a plus, c'est le 23h. C'est un exercice qui apprend beaucoup de choses. J'ai fait aussi Télématin, mais alors c'est tellement dur, il faut se lever tellement tôt. Et ils ont insisté, ils voulaient vraiment que je le fasse. Et c'est pas tellement mon truc. Une fois que tu l'as fait quelques fois, que ça a flatté ton ego et que tes copains sont tout contents de te voir présenter un journal, c'est pas mon truc. Ça manque d'aventure, ça manque... Il y a certains correspondants qui sont passés de correspondants dans un pays à présentateur du journal télévisé. Je pense que Gilles Boulot était correspondant aux États-Unis. Il est devenu présentateur du journal de 20h de TF1. Il y a Anne-Sophie Lapix sur France 2 qui est en dents de scie. C'est un peu compliqué pour elle en ce moment. Tout le monde dit qu'elle ne passera pas l'année. Donc il n'y aura pas possible pour toi de postuler, de dire je prendrai... Non, je ne vais pas postuler. Non. J'étais ravie de faire quelques remplacements, mais moi je suis quelqu'un de terrain.
vraiment, profondément. C'est les projecteurs, les studios. Je suis ravie d'être là comme ça, de temps en temps, mais je suis tellement mieux à découvrir le monde et à rencontrer les gens, parce que je fais ce métier vraiment pour l'humain, pour les rencontres. Après, c'est un peu en vase clos, quoi. C'est le présentateur, les chefs de service. Non, c'est pas mon truc. En parlant de mercato télé, est-ce qu'il y a un mercato pour les journalistes qui sont comme toi sur les terrains de guerre? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce que les chaînes viennent te voir? Est-ce que TF1 est venu te voir et le groupe M6 en disant en fait, tu pars dans des endroits qui nous intéressent, on te veut dans notre rédaction? Alors oui, il y a parfois, comme ça, TF1 qui va chercher un petit peu des gens à droite, à gauche. Moi, j'étais approchée il y a quelques années, mais je suis très service public et très bien là où je suis. J'ai commencé très tôt, à 25 ans, et je fais ça depuis plus de 25 ans, donc je suis parfaitement bien au sein du service public. Donc tu vas rester toute ta carrière au service public? Oui, je continue. Il reste combien d'années? Je ne sais pas, je ne les compte pas, hein, tant que on travaille de plus en plus tard. Ah, donc il n'y a pas de date de départ à la retraite? Pour te donner un exemple, Martine Laroche-Joubert, que j'admire énormément, qui est grand reporter et qui a fait toute sa carrière à France Télévisions aussi, était encore en Syrie, justement, jusqu'au moment de la retraite, où à 70 ans, en clair, sa carte ne marchait plus pour rentrer au parking, si tu veux. Ah oui, okay. C'est-à-dire que jusqu'à 70 ans, c'est des métiers où on a la chance de ne pas avoir trop de... Enfin, pénibles, ce n'est pas des métiers pénibles, c'est des métiers dangereux, mais c'est des métiers de passion, donc on peut exercer jusqu'à l'âge de 70 ans. Bon, j'en suis loin. Hein. Oui, il y a encore quoi, une quinzaine d'années? Non, oui. 15 ans, 15 ans. Donc on n'y pense pas. Non, on n'y pense pas du tout à la retraite? Non, pas du tout. Mais je ne comprends même pas comment ça marche, je ne sais rien. Je continue. Parce que je me suis demandé justement s'il y avait un côté derrière de qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fini. Non, on trouvera autre chose. Et Martine, elle continue, elle fait des docs, elle a fait un doc pour M6 sur Gaza en récupérant des témoignages. C'est une gamine, Martine. C'est la passion te maintient. C'est tellement génial d'avoir la chance de faire quelque chose qui plaît. Et c'est le conseil que je donne aux jeunes, quoi. Éclatez-vous et réalisez vos rêves et vous aurez une carrière formidable. Dorothée, pour suivre tes aventures professionnelles, mais aussi personnelles, parce qu'il y a un peu de perso quand même dans ce livre. Dorothée, on te suit à travers ce bouquin « Maman s'en va en guerre, ma vie de grand reporter » aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Dorothée. Merci.